Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre webinaire intitulé Les plateformes numériques sont-elles un levier d'accélération pour la participation citoyenne? Comme il est 11 heures, on va démarrer. Je m'appelle donc Julie de Pimodan, je suis la cofondatrice et la dirigeante de Fluicity, une solution numérique de consultation et de participation à destination des collectivités territoriales. Et en juillet, notre start-up qui a eu 8 ans cette année a eu l'honneur de rejoindre le groupe Efalia, que certains d'entre vous connaissent déjà, et qui est le leader dans les consultations, dans les solutions de dématérialisation de documents, notamment auprès des acteurs publics. On va vous en dire un petit peu plus tout de suite. Et donc ensemble, avec Efalia, nous proposons désormais une solution robuste et innovante qui permet aux villes, aux régions, aux départements d'impliquer les citoyens dans la gouvernance de leur territoire. Donc on parle beaucoup des civic tech, ces nouveaux outils qui mettent la technologie au service d'un dialogue efficace avec les citoyens, mais dans la pratique, vous êtes nombreux à vous demander de quoi il s'agit et surtout comment mettre en œuvre efficacement des dispositifs participatifs en ligne. Donc aujourd'hui, pendant les 50 prochaines minutes, nous allons passer du temps ensemble pour essayer de répondre aux questions qui s'affichent. Je vais projeter ici. En quoi le numérique a profondément transformé le rapport des citoyens à la vie publique? Pourquoi la participation est devenue un levier stratégique pour les collectivités? À quoi ressemblent ces plateformes? Comment les collectivités s'en emparent? Et comment se passe la mise en œuvre opérationnelle? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs experts sur la question. Raphaël Fall, qui est directeur commercial secteur public chez Efalia, qui a passé 20 ans auprès des collectivités territoriales et des acteurs publics en tant qu'expert du numérique et de la dématérialisation. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Euh, il y a aussi Olivier de Brabois, qui est le rédacteur en chef du Journal des départements, qui est spécialiste des départements. Il a dirigé notamment un ouvrage intitulé Les départements pour les nuls. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Voilà. Nicolas Alfonsi, qui est chargé de mission proximité à la ville de Nice. Nice porte un ambitieux projet de participation numérique en s'appuyant sur les quartiers. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et enfin, Jade Izmirli, qui est chef de service études et projets en charge de la transition numérique pour la ville de Bobigny. Bonjour Jade. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais poser quelques questions à Raphaël. Donc, comme je disais en introduction, Raphaël, tu as passé toute ta carrière à accompagner des acteurs publics dans la modernisation de leurs pratiques. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu as appris pendant ces 20 ans d'expérience au plus proche des collectivités et également quelques mots sur Efalia? Très bien. Bonjour à tous. Voilà, comme l'indique Julie, je suis le directeur commercial du groupe Efalia. Je vais peut-être brièvement présenter quelques slides pour que vous puissiez comprendre d'où on vient, qui nous sommes. Et je serai très bref et Julie, n'hésite pas à m'interrompre hein, si jamais tu penses que je suis un peu trop long. Donc, effectivement, le groupe Efalia s'est construit au départ sur un noyau familial, une entreprise familiale qui a été construite il y a plus de 40 ans. Donc, on a clairement, et c'est ce qu'on aime afficher finalement, suivi l'évolution de la transformation numérique au sein des collectivités. Alors, pas que, on équipe également le privé, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le secteur public. Il y a encore 10 ans, on était encore une entreprise familiale, 7 à 10 collaborateurs. Et on a entrepris finalement ensuite un virage il y a 7-8 ans de croître à la fois sur la base d'une croissance organique, donc nous avons grossi naturellement à travers des parts de marché que nous avons pris naturellement, et on a également misé finalement sur une croissance externe en faisant le rachat successif de sociétés. Notre métier de base, il tourne autour de la transformation numérique et plus particulièrement de la gestion documentaire. Donc c'est souvent par cette porte finalement que les collectivités sont entrées dans la démat en numérisant finalement, et là je parle vraiment du papier, hein, si je puis dire, des documents qui émanaient notamment de bénéficiaires, d'usagers. Et donc il y a eu effectivement déjà il y a 20 ans des premiers projets qui ont consisté à numériser. Et l'une des applications phares du groupe Efalia, ça a été notamment dans les conseils départementaux de traiter les demandes entrantes au format papier des bénéficiaires autour de dispositifs comme le handicap,
comme l'aide aux personnes âgées, comme l'aide au logement. Donc, on a toujours eu finalement chez Falia une culture de proposer des logiciels destinés bien sûr à des collectivités, mais pour servir derrière effectivement l'usager, le citoyen. Donc aujourd'hui, effectivement, on compte plus de 250 000 utilisateurs. Il y a une petite erreur dans la slide. Et ce nombre est important parce que derrière, il y a une haute exigence finalement quant au support finalement attendu autour de nos solutions, mais il y a une forte croissance et on peut l'expliquer bien sûr dans les 10 dernières années, effectivement, nos clients ont été soit parfois contraints parce que réglementairement parlant, il fallait dématérialiser, ou alors la période notamment Covid a été un accélérateur très important parce qu'il a fallu s'organiser, il a fallu prendre en compte le télétravail. Et dès lors, finalement, on a vu effectivement une augmentation significative à la fois du déploiement de nos solutions et du nombre d'utilisateurs qui étaient du coup pleinement concernés par ces applications. Donc, en résumé, notre gestion documentaire ensuite s'est étoffée pour effectivement, en rachetant des sociétés, et notamment une société qui proposait de la GRU-GRC, on a traité pendant des années des dossiers papier. Désormais, la tendance porte sur une démat à la source en proposant finalement des démarches en ligne, des formulaires pour justement proposer une dématérialisation à la source. Julie, est-ce que je merci, réponds à ta question? c'est très clair. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la raison du choix d'acquérir une solution en SaaS de participation citoyenne pour compléter la suite Falia? Oui, bien sûr. Alors, alors c'est pas moi qui ai fait le choix de Flucity, ce sont mes directeurs, mais il y a eu bien sûr une démarche collégiale pour voir un peu de plus près. Nous, ça nous a clairement emballé, hein, dans la mesure où on avait effectivement une approche GRU-GRC qui a du sens hein, dans les métiers que nous équipons. On est sur un marché quand même assez concurrentiel, disons les choses, et on est désireux finalement de proposer des modules complémentaires qui viennent se greffer à cette approche GRC. Donc Flucity finalement, de par cette plateforme de démocratie participative, nous a emballé pour justement proposer, en plus de notre moteur GRU-GRC classique avec la démarche en ligne, eh bien, de proposer également cette porte d'entrée via cette plateforme. Ce qui a été très intéressant, et disons les choses également, Julie, c'était que vous aviez une approche à l'international et Falia, en tout cas sur le secteur public, est très porté sur des comptes français finalement. Il est toujours intéressant effectivement de voir ce qui se passe un peu au-delà de nos frontières, mais clairement, c'était la suite logique à travers le rachat de Flucity en venant finalement muscler notre approche GRU-GRC. Voilà. Je sais pas là aussi. Merci beaucoup, Raphaël. Et c'est vrai que cette tendance, en fait, de créer de l'intelligence collective au sein des organisations est en train de se développer, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Les usagers sont de plus en plus en attente de participation. Et je pense qu'on va revenir sur le besoin avec Olivier de Brabois. Donc, comme l'a souligné Raphaël, je voudrais juste revenir sur ces tendances. On a l'utilisation des technologies civiques qui connaît une expansion assez remarquable un petit peu partout dans le monde. Pour autant, et je voudrais qu'on passe peut-être à la prochaine slide si c'est possible, pour autant, quand on regarde l'enquête 2021 de l'OCDE sur les facteurs de confiance envers les institutions publiques, à peine 30,2% des sondés estiment que le système politique de leur pays leur offre une véritable place dans la prise de décision. Alors, cette enquête, elle nous montre quoi? D'abord, un certain scepticisme de la part des citoyens face à la capacité de leur gouvernement à adopter leurs politiques et leurs services en fonction de leurs attentes. Ensuite, un besoin urgent pour les acteurs publics de se mettre en mouvement pour répondre aux attentes des citoyens en matière de participation. Alors, je voudrais à l'aube en fait, de cette nouvelle ère technologique, j'aimerais qu'on entende notre prochain invité, Olivier de Brabois, qui œuvre depuis des années auprès des départements pour valoriser leurs activités et surtout leurs innovations. Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la démocratie participative est un besoin à l'échelle départementale? Alors, vous avez votre micro coupé, Olivier.
Voilà. Ça va mieux. Je pense que la slide que vous avez montrée est tout à fait évocatrice de la réalité. Mais il y a un autre chiffre qui est du même ordre d'ailleurs, qui touche la participation aux élections. Nous étions persuadés que l'abstention touchait principalement le niveau national et on s'est rendu compte que les collectivités locales étaient touchées fortement. Alors bien sûr, pour les municipales, il y a eu l'effet Covid, mais les départementales et les régionales ont montré un taux d'abstention considérable, notamment chez les jeunes, ceux qui ont entre 24 et 34 ans. 18-24, c'est. Et là, on arrive à 71% d'abstention sur cette tranche d'âge. Pourquoi une abstention? Une abstention parce que il y a une incompréhension du système, de l'imbroglio des compétences. Pourquoi voter pour quelqu'un quand on ne sait pas ce qu'il va réaliser, ce qu'il fait, quels sont les domaines dans lesquels il intervient? Alors, pour répondre à ces difficultés, on se dit qu'il faut mieux associer la population, pouvoir leur apporter les réponses. Comment peut-on le faire? De différentes façons, ou en tout cas, on essaye de différentes façons. On met en place des conseils, vous savez, les conseils de quartier, on a des conseils de jeunes, on a des conseils pour les seniors, on a des conseils de financeurs dans le domaine social, etc. Mais ces conseils ont un intérêt qui est assez faible, dans la mesure où on retrouve toujours les mêmes gens. Dans les conseils de quartier, c'est celui qui vient râler parce qu'il y a le trottoir qui n'est pas refait. Et dans les conseils des jeunes, on retombe sur les mêmes idées qui sont un peu les bateaux. Et puis les conseils plus globalement qui sont mis en place sur des thématiques, je pourrais écrire les réponses de ce qui est donné. Donc, comme on s'adresse toujours à des gens qui sont impliqués, on n'a pas le sentiment réel, notamment des gens qui sont des abstentionnistes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre méthode? Il y a le référendum. Le référendum, par exemple, la collectivité européenne d'Alsace s'y est employée pour poser des questions du style est-ce que vous voulez une Alsace en quelque sorte, je ne dis pas indépendante, mais ayant ses propres compétences. Ils ont un résultat de 92% de gens qui ont dit oui. La ville de Paris s'y est employée en ce qui concerne les trottinettes, un pourcentage énorme aussi favorable à ce qu'on interdise la location des trottinettes, mais tout ça avec des taux de participation qui sont encore plus faibles que pour les élections. Donc, seuls les passionnés s'y mettent, seuls ceux qui sont convaincus et qui veulent s'opposer répondent. Qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen? C'est d'essayer d'interroger la population sur des sujets particuliers en organisant des réunions particulières dans les cantons en ce qui concerne les départements pour poser des questions sur un sujet particulier. D'ailleurs, la collectivité européenne d'Alsace va s'y employer bientôt puisqu'ils ont un projet de péage sur des routes nationales et ils veulent réaliser une consultation à ce sujet. Bref, vous voyez beaucoup de moyens pour essayer de toucher la population et d'avoir des retours, mais qui sont des moyens qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent de façon extrêmement partielle et qui ne permettent pas de sentir réellement ce qui se passe. Alors, il y a bien des sondages qui peuvent être réalisés, mais ces sondages sont insuffisants pour avoir des avis directement sur les projets qu'on peut avoir dans une collectivité comme un département. Très bien. Est-ce que vous avez suivi des départements qui s'emparaient de nouveaux outils de consultation et de participation des citoyens? Est-ce que vous pouvez nous décrire la manière dont ils s'en emparent? Je ne sais pas si je peux décrire parce que je ne suis pas à l'origine. Il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi autour de la table. Je ne suis pas à l'origine des choix et je ne connais pas la façon dont ils ont décidé et pourquoi ils l'ont décidé. Pourquoi si? Pourquoi pour les raisons, différentes raisons que j'ai évoquées au préalable. Alors ensuite, comment ça fonctionne? Moi, je vois des systèmes qui fonctionnent de façon intéressante. Euh, intéressante. C'est pas la panacée universelle parce que il y a parfois des détournements d'utilisation, en tout cas pour essayer de valider des choix préalables. Très bien. À votre avis, quelles sont Oui, les tiens. peurs et les freins des départements aujourd'hui face à Allô, ces allô. transformations? Oui, Ok. pardon. Allô? Je suis en plein. Raphaël, tu dois te mettre sur mute.
Excusez-nous, donc quelles sont les peurs et les freins des départements face à ces transformations numériques, notamment, en matière de participation citoyenne? Et surtout, comment peut-on lever ces freins à votre avis? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs types de freins. Je vois comme frein principal une accusation de l'utilisation de ces produits pour des fins électorales ou électoralistes et donc une frilosité à cet égard, notamment quand on approche des périodes électorales. Le second frein que je vois, c'est qu'on ne sait pas exactement qui est en charge de ce type dans une collectivité. Il est rare d'avoir une personne ou un service qui est le lien direct avec les habitants. Ça se fait de plus en plus, mais c'est assez rare. Troisième type de frein, oui, donc deuxième type de frein, savoir à qui on s'adresse, qui est la personne responsable et qui va prendre la décision. Le troisième type de frein, c'est un frein vis-à-vis des élus eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont prêts à accepter les réponses qui sont données, est-ce qu'ils ne considèrent pas ça comme une remise en cause de leurs attributions et des réalisations. Oui, c'est passionnant, hein, cette tendance qui va faire finalement que la démocratie participative peut cohabiter ou pas avec, la démocratie représentative, et on va le voir avec nos prochains intervenants, donc avec la ville de Nice et la ville de Bobigny. Cette capacité à comprendre que finalement, ces outils ne sont pas là pour remplacer, des élus ou leur mandat, mais bien d'enrichir, leur travail grâce à des données qui vont pouvoir être récupérées, sur des outils numériques. Hem, Alors, je je voudrais juste ajouter un Oui, petit mot bien à ce sûr. sujet-là, une seconde, pour dire que effectivement, moi, je suis assez sceptique sur les organisations qui font que il y a certains départements qui s'y sont mis. On tire au sort 2 personnes par canton et on leur pose les questions et on a une organisation consultative. Je ne vois pas au titre de quoi des personnes tirées au sort sont plus compétentes que des personnes élues. Tout à fait. C'est vrai que, hein, il y a un grand nombre d'innovations démocratiques aujourd'hui qui sont lancées avec plus ou moins de succès. Ici, on parle surtout des plateformes, technologiques de participation et de consultation. Alors pour répondre à une des questions qui avait été lancée en début de session, je vais, reprendre l'écran s'il vous plaît, pour vous projeter un petit peu la manière dont ça s'organise très concrètement, ces plateformes. Donc nous, typiquement chez Fluidity, notre mission, c'est de renforcer la confiance, entre des décideurs et leurs parties prenantes, donc typiquement les citoyens. Et donc on propose, une plateforme qui permet de mettre en relation, des organisations, comme des départements, des villes ou des régions et des citoyens, pour leur permettre de prendre des décisions qui vont être plus ouvertes, plus collaboratives et in fine plus durables. Finalement, le produit est composé avec 2 volets, donc l'interface citoyenne où le citoyen peut découvrir, participer, comprendre les résultats de sa participation, et puis l'interface administrateur où les collectivités peuvent gérer leur contenu, poser des questions aux citoyens et analyser les données issues des sondages et des appels à propositions. Le produit a été vraiment conçu pour essayer de répondre justement aux grands freins qui sont souvent, mis en avant lorsqu'on souhaite, lancer ce type de plateforme. Le premier pilier, c'est l'accessibilité, donc avec une plateforme qui est ultra claire, ultra lisible, très collaborative, où les citoyens peuvent comprendre tout de suite, de quoi il s'agit et quel que soit leur niveau de compréhension du numérique. Le second, c'est la mobilisation, donc vraiment de proposer des outils numériques spécialisés dans l'engagement, donc avec, aussi bien, l'attribution de budget, des votes, préférentiels, des cartes interactives sur lesquelles les citoyens peuvent vraiment co-construire, l'avenir de leur territoire. Et enfin, un tableau de bord qui va être équipé, souvent d'intelligence artificielle pour, l'analyse et l'interprétation des résultats et pour vraiment offrir, aux collectivités locales un levier de réflexion et d'action politique. Alors bien sûr, ce qu'il faut dire, c'est qu'on le disait, il y a l'outil ne permet pas tout. Il est couplé d'un service de conseil, d'accompagnement qui permettent aux collectivités d'intégrer la participation à leur stratégie de territoire. Et pour illustrer cela, j'aimerais entendre notre,
troisième intervenant, Nicolas Alfonsi. Nicolas, vous avez pensé toute la stratégie de proximité de la ville de Nice, tant d'un point de vue politique que opérationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet ambitieux qui a été lancé récemment à Nice? Comment la décision a été prise? Et surtout, quels sont les objectifs de cette plateforme? Bonjour à tous. Écoutez, les premiers échanges sont très intéressants et je vais m'inscrire en suivant. La ville de Nice, fait de la proximité un enjeu, majeur depuis 2002. C'est la date à laquelle on a officiellement institué une stratégie de proximité, dans la ville et depuis lors, on a cessé de s'adapter et de renforcer nos outils, dans l'esprit de répondre, à la fois à la commande politique, qui était constante sur le sujet et aussi aux enjeux et aux attentes des citoyens qui ont évolué depuis lors. Aujourd'hui, le lancement d'une plateforme de participation citoyenne s'inscrit en complément des outils existants. Il y a quelques, je dirais, heu, modalités d'échange avec les citoyens qui ont été évoquées, notamment tout ce qui est comité de quartier, conseil de quartier. La ville de Nice s'est dotée en particulier, d'un découpage territorial de proximité, donc avec 6 territoires, qui la constituent et ces territoires sont vraiment les interlocuteurs de proximité, majeurs de la cité. Hem, pour autant, aujourd'hui, on se heurte à des problématiques de représentativité, de nos partenaires, dans les quartiers. Hem Je parle de représentativité parce qu'aujourd'hui, pour moi, la démocratie participative, c'est pas un choix, c'est une obligation dans la mesure où, l'équipe municipale, je vous parle de l'échelle communale évidemment qui m'intéresse plus particulièrement. Hem, L'équipe municipale, elle est, élue sur un programme, et un programme structurant, on va dire. Toute l'articulation du quotidien, tous les échanges du quotidien, les décisions, les projets de quartier, tout ça n'est pas inscrit au programme de mandat et tout ça doit se construire petit à petit, effectivement. Et c'est en cela où on a besoin d'avoir des réseaux dans les quartiers, d'avoir des citoyens, qu'on pourrait qualifier d'engagés et Fluicity s'inscrit, la plateforme que propose Fluicity s'inscrit dans notre stratégie, de développer des réseaux dans les quartiers. Je reviens un petit peu sur les comités de quartier. Les comités de quartier, ce sont nos seuls interlocuteurs aujourd'hui dans les quartiers. À Nice, les comités de quartier, c'est 2% de représentativité de la population, ce qui est évidemment tout à fait ridicule. Nous avions besoin de toucher, d'autres personnes, qui soient impliquées dans la vie de la cité, avec qui on peut co-construire, des projets, heu, co-construire des projets. Fluicity va répondre à 2, en tout cas les 2 axes d'utilisation majeurs seront les suivants. Le premier, ce sera évidemment un outil de participation citoyenne, un vecteur digital. La participation citoyenne, c'est déjà une réalité à Nice. Je ne dirais pas qu'on est un exemple, mais en tout cas, je dirais qu'on est on a une vraie volonté de le faire. Monsieur de Brisebois évoquait tout à l'heure un des freins, et je le partage tout à fait, la crainte de certains élus, qui, craignent qu'on remette en cause, en fait, les décisions structurantes qui sont prises, et c'est absolument ce qu'on constate chez nous, et c'est pour ça qu'on essaye, on a pris, ce prisme sous l'angle de la proximité. Et il évoquait, également en suivant, la limite de dire, on ne sait pas toujours qui porte, en fait, ces sujets de proximité et à Nice, nous avons une direction proximité que je représente aujourd'hui, qui est très forte. Et du coup, c'est nous qui portons ça, pour vraiment, envoyer le signal que, la démocratie participative à Nice, c'est vraiment une question de proximité. Donc premier axe, c'est, la participation citoyenne et le deuxième axe, c'est vraiment cet aspect, outil d'information de proximité. Parce que là aussi, si nous voulons mobiliser des gens, il faut qu'on soit honnête dans l'approche et il faut qu'on montre, l'intérêt que peuvent avoir nos partenaires dans les quartiers à travailler avec nous. Concrètement, si on n'est pas honnête dans notre démarche, ça va rapidement s'essouffler. Vous êtes en train j'essaye d'illustrer entre guillemets «l'équilibre», qu'il y a entre, démocratie participative et démocratie représentative. Et là, on est voilà, pile dans le sujet, quoi. Donc Fluicity, voilà, va moderniser nos méthodes de communication, va ce que je peux conclure ça, on va équilibrer la gouvernance locale de proximité. Cette formule, pour moi, résume tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de remettre en cause les actions structurantes du mandat, mais pour autant, il est question de construire, d'essayer d'orienter un maximum tous les moyens qui sont mis, sur le quotidien, indépendamment des grands projets qui n'ont pas vocation à être mis en cause, au plus près des citoyens. Très clair, merci beaucoup Nicolas.
Est-ce que vous pouvez nous détailler la manière dont Fluicity, votre plateforme, entre, dans la stratégie numérique de la ville? Oui, alors, on est clairement, Fluicity s'impose, clairement comme ce sera vraiment le cœur de notre stratégie, mais c'est avant tout un vecteur de ce qui se passe par ailleurs. C'est pas Fluicity en tant que tel qui génère, ce qui va s'y passer. Fluicity est un vecteur éminemment stratégique en 2023, puisque aujourd'hui les attentes, je le disais en préambule, ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, globalement, on a 3 types de canaux à la ville de Nice pour échanger avec les citoyens en matière de proximité et même d'une manière plus générale, sur tous les sujets sur lesquels, les citoyens peuvent interagir avec la ville de Nice. Nous avons les courriers, c'est la méthode historique. On en reçoit encore 2 000 par jour, donc c'est pas neutre, non plus, même si ça peut paraître complètement dépassé aujourd'hui. Nous avons ensuite une plateforme Allo-Mairie, ce qu'on appelle, qui est une plateforme de signalement de toutes les anomalies ponctuelles dans l'espace public. C'est assez considérable. On a une communauté d'environ 25 000 personnes qui signalent sur l'année, comparativement à 350 000 personnes qui composent la ville, qui l'utilisent. Et enfin, on a les territoires, je vous en parlais un petit peu au début, avec des adjoints de territoires délégués qui sont les interlocuteurs de proximité du quotidien, auprès desquels les citoyens peuvent échanger sur, je dirais, toutes les doléances ou les sujets de niveau 2, sachant que tous les sujets de niveau 1 sont théoriquement récupérés par Allo-Mairie. Aujourd'hui, Fluicity et la plateforme que nous sommes en train de lancer viendra complètement en complémentarité avec ces outils. Déjà parce qu'on ne touche pas à la même cible. Évidemment, on veut toucher des acteurs de quartier plus jeunes, plus connectés, plus actifs, en partageant un petit peu ce qui se fait, en leur proposant des sujets qui vont les intéresser, toujours dans cet esprit, je dirais, transversal, de notre volonté de faire participer les gens à l'amélioration de leur cadre de vie. C'est vraiment ça notre axiome, je dirais, transversal, complètement. Très clair. Un dernier point et je pense que c'est vraiment intéressant pour les collectivités qui sont présentes aujourd'hui. Quels sont selon vous les facteurs clés de réussite, du projet? Et auriez-vous des bonnes pratiques, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles, à nous partager aujourd'hui? Je représente ici, la ville de Nice, qui a une organisation mutualisée avec la métropole, avec l'intercommunalité métropole Nice-Côte d'Azur. C'est une communauté de 550 000 habitants avec une organisation administrative mutualisée. Ça représente environ, 12 000 personnes, sur l'organigramme, ce qui est évidemment considérable. Aujourd'hui, à ces intervenants, quels qu'ils soient, quand on leur parle, de proximité, quand on leur parle de participation citoyenne, c'est-à-dire d'intégrer les citoyens, aux décisions de proximité qui peuvent intervenir, c'est des sujets sur lesquels on n'est pas du tout entendu malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a fait vraiment le choix à Nice de lancer cet outil et de piloter l'ensemble de la stratégie de participation citoyenne depuis la direction déléguée à la proximité, qui est transversale par nature, qui est positionnée sur l'organigramme de telle sorte que chacun comprenne que c'est une priorité politique qui se transcrit administrativement. Donc ça, pour moi, c'est un vrai facteur clé de succès, c'est-à-dire qu'il y ait un portage politique suffisant sur le sujet. Euh, Ensuite, alors c'est plus particulièrement le cas chez nous, ce sera peut-être pas le cas dans d'autres villes. On a vraiment fait le choix de structurer la plateforme en 6 sous-dossiers qui correspondent au découpage de proximité de la ville de Nice, aux 6 territoires de la ville. Là aussi, je dirais qu'on a vraiment, ce sera une plateforme de proximité. Donc nous, la proximité, voilà, je vous parle de ça évidemment, mais il faut vraiment que les gens fassent le lien entre leurs interactions avec la ville de Nice, quels qu'ils soient, que ce soit sur un sujet macro, c'est-à-dire voilà, quand ils donnent un avis sur une grande politique publique ou sur le sujet du quotidien, il y a un trou sur mon trottoir, mon jardinet n'est pas entretenu, et je dirais les actions concrètes qu'il y a derrière. Et c'est en cela vraiment que je dirais l'administration centrale de cette plateforme pilotée à notre niveau est vraiment stratégique et doit être centralisé. Parce que M. Brisbois l'évoquait aussi tout à l'heure, et j'étais aussi complètement d'accord, si ce n'est pas perçu par l'ensemble de l'administration, aujourd'hui, malheureusement, on constate que la relation usagée, dans une collectivité comme la nôtre, avec un organigramme assez dense, effectivement, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et l'enjeu sous-jacent, je dirais, pour l'ensemble des collectivités, pour redonner de la confiance aussi, vous l'évoquez en préambule, c'est ça. C'est que les collectivités se rappellent qu'elles sont au service des citoyens, euh,
Et c'est pour moi, on est dans le cœur de la participation citoyenne et de la démocratie participative, qui n'est pas de la démocratie représentative, qui la complète. Voilà, clairement. Après, rapidement, je dirais un dernier facteur clé de succès, c'est les circuits décisionnels et l'intégration de l'outil dans les bonnes pratiques de tous, c'est important. On a un écosystème politique à la ville de Nice, de par notre priorité à la proximité. On a environ une dizaine d'élus, voire un petit peu plus indirectement, mais qui sont concernés par la proximité. Et c'est vrai que pour avoir des décisions, pour avoir des arbitrages, c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu les défauts de nos qualités sur ce sujet. On a une ambition forte sur la proximité, mais c'est vrai que les circuits décisionnels sont parfois un petit peu compliqués à mettre en œuvre et à tenir. L'écosystème proximité, il est compliqué. Et c'est vrai que ça peut être un frein. Donc de définir préalablement des circuits décisionnels clairs, c'est important. J'ai Voilà. peut-être une question, Jolie? Oui, je vous écoute. Oui, non, c'était pour savoir effectivement dans la manière de communiquer. Vous parlez que vous avez été aux prémices finalement de ces démarches. Dans votre communication, est-ce que ça passe par les réseaux sociaux ou alors c'est un sujet que vous allez traiter ou pas du tout? Est-ce que dans la manière de dire, bah voilà, vous avez aujourd'hui des nouveaux outils pour participer finalement aux décisions, est-ce que les réseaux sociaux ils trouvent leur place? Les réseaux sociaux, ils sont évidemment, c'est un enjeu. J'ai le sentiment que, on a déjà des interactions avec les usagers sur les réseaux sociaux institutionnels de la ville, de la métropole et sur, les comptes individuels de chacun des élus, de proximité notamment. On a le sentiment que c'est pas là, D'accord. je parlais de représentativité tout à l'heure, j'ai le sentiment que c'est pas là, que la Attendu. réalité de la vie des citoyens, en fait, D'accord. se déroule. C'est un petit peu ça notre postulat. C'est pour ça qu'on veut vraiment, je dirais avoir un outil comme ça pour essayer d'objectiver vraiment, le sentiment général, essayer vraiment d'éclairer les arbitrages et les décisions de notre exécutif sur des bases qui soient pas celles, d'un compte anonyme ou d'une Hmm. personne, qui est un spécialiste de la remontée d'informations négatives. Voilà. On veut vraiment D'accord. essayer d'avoir des gens constructifs qui puissent éclairer et travailler à un niveau macro, c'est-à-dire d'un outil qui nous permette individuellement des gens qu'on traite indépendamment des gens qu'on traite individuellement, qu'on ait un outil vraiment global qui nous permette de travailler à une échelle plus importante et de gagner en pertinence et en objectivité dans les choix politiques. Bah, clairement, je vous pose cette question parce que nous, côté éditeur, on est interrogé régulièrement et on pose la question, mais dans quel but? Et on n'a pas forcément de réponse, donc on ne sait pas forcément comment aborder la chose. Et vous me dites que dans votre démarche, voilà, vous avez essayé quand même de rendre la chose avec un peu plus de qualité qu'on ne retrouve pas forcément dans les réseaux sociaux, quoi. Donc, c'est Oui, intéressant. c'est un constat que de nombreux clients nous remontent. C'est Challenge là-dessus. effectivement la différence avec un réseau social, c'est qu'on va pouvoir encadrer la participation et les outils vont être vraiment faits pour faire remonter de la donnée qui sera ensuite exploitable dans le cadre d'une réflexion ou d'une décision, ce qui est difficilement le cas sur les réseaux sociaux où finalement la donnée reste au sein de ces plateformes. C'est Euh, ça. Ok. Merci voilà. en tout cas. Merci Nicolas, c'était passionnant et je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions suite à votre intervention. Des choses très intéressantes qui sont remontées, notamment le fait que la plateforme n'est pas une fin en soi. Il y a toute une vision politique qui est derrière, toutes des ambitions organisationnelles qui doivent être mises en œuvre pour permettre à cette plateforme d'atteindre ses objectifs. J'aimerais donner la parole à notre quatrième et dernier intervenant, Jade Izmirli, donc à la ville de Bobigny, qui a encore plus de recul puisqu'il a lancé il y a 2 ans une plateforme pour soutenir une consultation de budget participatif, entre autres, puisqu'il y a plusieurs consultations actives sur la plateforme. Est-ce que Jade, vous nous entendez? Oui, bien sûr. Voilà, parfait. J'aurais aimé savoir, au sein de la DSI notamment, hein, comment vous intégrez une plateforme de démocratie participative comme Fluicity à votre suite d'outils existants? Bah, c'est assez naturel en fait, puisque la plateforme en elle-même est totalement indépendante, de notre réseau. Ce qui fait qu'en termes de sécurité, c'est pas un point d'entrée, peu importe le nombre d'usagers qui y participent et le mieux, c'est qu'il y en ait le plus possible. Elle s'interface très facilement au site institutionnel. On a un lien en page d'accueil, c'est accessible via les QR codes sur l'affichage public. Bah, nous, contrairement à mes collègues, on utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi pour la direction de la communication.
Donc, il y a pas de conflit du tout entre nos outils et cette plateforme. Bien au contraire, c'est un nouvel outil citoyen qui s'additionne à certains autres que l'on peut avoir, comme les stationnels, les réseaux sociaux et autres. Merci. En effet, quand on va sur le site de la ville de Bobigny, on peut retrouver, l'ensemble des outils qui sont mis à disposition des citoyens pour, participer, faire des démarches administratives, ou autres. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux DSI qui sont présents aujourd'hui sur la mise en œuvre de ces plateformes? Ah, je les y encourage fortement, mais pas uniquement en tant que direction de système d'information, mais même en tant qu'agent de la ville, chargé de la transition numérique. C'est un outil de transparence, d'action de proximité, c'est simple d'utilisation, ça permet de créer du lien et même si ça paraît un peu antinomique, ça réduit la fracture numérique. Parce que bon, je m'occupe de la transition numérique, donc au sein de ma collectivité, je gère à la fois les projets comme, Flucity, mais également la médiation numérique, avec les dispositifs, tels que les conseils numériques. Et le fait on les ait mis à contribution lors des consultations, lors des différents budgets participatifs, et ils ont été vers les gens et ça a permis d'avoir un point d'entrée pour des personnes qu'on n'avait pas, qu'on ne touchait pas, qui ont du coup d'abord voulaient simplement répondre au questionnaire. Par la suite, ils ont rejoint les ateliers, ça leur a permis d'acquérir une certaine autonomie dans le domaine numérique. Donc c'était pour ça très intéressant et ça permet également à la ville enfin, au niveau, et là je rejoins mes collègues, au niveau local, très, de façon très terre à terre, hein. C'est-à-dire chacun est proche de son quartier. On a toujours les personnes habituelles qui viennent aux mêmes réunions et tout. Et ben, c'est le fait de venir dans des réunions de façon plus anonyme sur une plateforme, en restant chez soi, et parfois c'est pas le même investissement, ça donne une autre population qui vient s'impliquer et se greffer à la population, je dirais, la plus active et la plus citoyenne qu'on a habituellement. Très clair. Est-ce que vous pourriez nous décrire, maintenant enfin, ça fait presque 2 ans, hein, que vous avez lancé la plateforme, Ouais. comment s'organisent les collaborateurs de la ville autour du projet de plateforme de participation? Alors, au sein de la collectivité, on a quand même 3 directions qui sont impliquées. Donc, pour tout l'aspect technique RGPD, il y a ma direction, la DSI. Pour tout l'aspect institutionnel, on a la direction de la communication, donc qui gère notre site internet, qui s'occupe également des affichages. Et pour tout ce qui est le fond, le contenu des consultations de la démocratie participative, on a la direction de la démocratie participative. Et eux, c'est vraiment, ils ont la gestion des concertations, des budgets participatifs, des appels à projets plus généralement. On travaille de façon transversale en mode projet, ça se passe très bien. Et maintenant, en plus, de plus en plus récemment, on a différents services qui viennent nous voir en nous demandant on peut utiliser votre plateforme pour telle et telle communication, telle et telle concertation. C'est pas mal du tout. Oui, c'est vrai que ce réflexe, en fait, pour, l'ensemble du corps administratif de la commune, d'aller de prendre conscience de l'existence de la plateforme et d'imaginer, en fait, des projets de consultation, c'est vraiment, voilà, c'est la preuve que la ville de Bobigny est mature sur ces sujets, puisque c'est vraiment un travail qui peut prendre, plusieurs mois. Hem, est-ce que vous en résumé, vous pourriez nous dire quels ont été les bénéfices du déploiement de cette plateforme, à Bobigny? Alors, pour la ville, il y a eu un bénéfice d'un point de vue relation avec les administrés. Il y a eu le sentiment d'être actif, utile et entendu par la municipalité. Il y a également le côté transparence qui est mis en avant, le fait qu'on puisse suivre l'avancée des dossiers, les votes, voir le choix de façon plus objective, parce qu'on est quand même dans une période de défiance à l'égard des décideurs dans le pays et voir une municipalité qui ouvre ses décisions, même si c'est juste pour une partie du budget ou pour consulter ses habitants pour leur quotidien, ça a un réel impact, d'un point de vue, oui, vraiment de l'aspect confiance, transparence et de la vie publique, en fait. Merci. Je vais, si c'est pas, indiscret, je trouve ça intéressant de projeter rapidement, la manière dont ça peut se passer sur un client. Donc en effet, vous, Jade, vous avez directement avec, vos différents,
différentes équipes au sein de la collectivité, la Mmh. possibilité de vraiment gérer votre plateforme, de créer des nouvelles consultations, et de récupérer des données à tout moment pour pouvoir le partager, en conseil municipal ou, au sein de l'administration, en fonction de vos besoins. Oui, Bon, l'obj ce côté un système d'information décisionnelle était aussi un vrai point positif. Ça a été alors au départ, quand on a choisi Flucity, il y a eu cette petite, c'était toute nouveauté, ça fallait le faire assez dans l'urgence puisque c'était déjà communiqué. Et on a eu ce côté, est-ce qu'on va avoir les forces vives pour pouvoir, gérer, traduire, les données, les traiter? Et ce côté informatif décisionnel a été, très, très important pour nous. Très clair. Je vous remercie beaucoup, Jade, pour ce témoignage, très intéressant, et surtout Je très vous en prie. mûr de l'usage des plateformes, qu'on peut avoir dans une ville. Hem, je voudrais, si on a le temps, vous poser à tous les 4 une question subsidiaire. Peut-être commencer par Olivier. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que vous conseilleriez, donc dans le cas d'Olivier, peut-être aux départements qui souhaitent, se doter de plateformes numériques pour dialoguer avec les citoyens? Est-ce qu'il y a un conseil qu'il faudrait retenir, selon vous? On ne vous entend pas, vous êtes en mute. Je suis pas sûr d'avoir vraiment compris la question. Est-ce que c'est qu'est-ce que nous, en tant que personne qui propose un service, qu'est-ce que je ferais, ou est-ce que c'est du côté du département, qu'est-ce que je dois faire? Non, du côté des départements, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que s'il y a une chose à retenir de cette conférence, sur, l'adoption de ces plateformes, que faire en tant que département? Mais je crois que de ce que l'on a entendu comme témoignage, on s'aperçoit que la réalité, enfin le fait de mettre en place un service proximité qui peut intervenir sur plusieurs aspects, à la fois sur la plateforme, mais aussi qui prennent en charge le retour que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou les retours de courrier. Parce que effectivement, le courrier, même si ça paraît être désuet, c'est quand même quelque chose de très important et ça signifie qu'il y a un problème et on voit le problème. L'importance et la capacité de pouvoir y répondre dans la journée ou dans les 2 jours et que ça ne descendent pas dans les services et finissent dans l'enterrement ou dans la corbeille, c'est quelque chose de très important. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est effectivement de mettre en place un service proximité et un service proximité transversal qui puisse travailler avec les autres directions euh, et, et peut-être même intervenir de façon régulière dans ces autres directions pour rappeler l'importance de ce que quelqu'un rappelait, mais qui est évident, c'est-à-dire que le service public, c'est le service au public d'abord. Très clair, oui, donc vraiment l'organisation interne, qui doit, être couplée à de ce type d'initiative. Nicolas, est-ce qu'on peut vous entendre sur le conseil à retenir en quelques mots? Je dirais qu'il faut que l'exécutif soit local, soit vraiment, conscient que si on n'est pas honnête dans notre démarche, ça va rapidement se voir au niveau des citoyens et la stratégie risque d'être contre-productive. C'est pas neutre. On connaît, tous ici, je pense autour de cette table virtuelle, les difficultés, enfin la théorie, qui se heurte à la pratique, notamment en matière de politique dans les collectivités locales. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué. Il faut arriver vraiment à voilà, avoir une approche honnête et c'est pour ça définir vraiment bien les contours de notre stratégie, plus ou moins ambitieuse, peut-être commencer doucement. À la ville de Nice, on est en 2023, on lance cet outil, quand ça fait depuis 2002 qu'on fait de la proximité, donc on a appris aussi de nos erreurs, on en a fait, très certainement. Donc je dirais voilà, l'honnêteté dans la démarche, le cadrage, une certaine maturité dans la stratégie de proximité, dans déjà les actions de proximité, qu'on met en œuvre au niveau des collectivités locales pour pas, heu, pour pas générer de l'insatisfaction et de l'amertume chez nos usagers. Voilà, si, Merci Nicolas. Est-ce que Jade, on peut prendre un mot pour vous voilà, quel serait le conseil, numéro 1 qu'il faut retenir? Alors honnêtement, le conseil vraiment que je donnerais, à tous les utilisateurs de la plateforme, c'est
accompagner le public, conduire le changement. Ce sont des nouvelles pratiques. Ce sont des pratiques que je conseille de bien préparer parce que la seule crainte qu'on peut avoir, c'est en le préparant mal, en accompagnant mal, une bonne plateforme, un bon outil peut se retrouver inutilisé. Et quand ce n'est pas utilisé, c'est difficile de revenir dessus par la suite et de remobiliser les gens. Donc, il faut vraiment avoir une vraie politique de conduite du changement, de conduite de la transition numérique. Merci beaucoup. Alors, je ne peux que agrémenter dans votre sens. Moi, j'avais noté donc parmi les messages clés qui sont ressortis de cette conférence, rappeler qu'on on n'est pas vraiment dans une tendance, mais vraiment une demande forte de la part des citoyens sur ces sujets de participation. Que la démocratie participative n'est pas là pour remplacer la démocratie représentative, mais bien pour éclairer celle-ci. Et enfin, ce que vous avez beaucoup dit et que j'appuie également, c'est finalement l'outil n'est pas une fin en soi. Il faut une volonté politique, il faut des moyens humains et opérationnels pour assurer la réussite de ce type de dispositif. Voilà, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup à tous les participants. Je vais Merci. regarder si on a des questions sur le chat. Alors, Flucity. Alors, Fabienne. Flucity permet de combiner consultation numérique en parallèle d'une consultation papier et ainsi réduire la facture numérique. Donc, effectivement, on a une très bonne remarque. Merci beaucoup, Fabienne. Je ne sais pas si j'ai des questions qui ont été posées. Bonjour tout le monde. Derrière cette question, peut-être, il y a effectivement de peut-être pas viser une digitalisation trop rapide. Ces enquêtes, justement, au format papier, elles font encore partie du décor, hein. C'est ce sur quoi on échangeait, Julie, d'être en capacité également de capter des enquêtes papier, de pouvoir les traiter, qu'elles remontent bien sûr derrière dans l'outil et qu'elles soient voilà. Donc l'accessibilité finalement ne passe pas forcément que par du portail en ligne. Voilà, c'est un des enjeux, je pense, également pour les collectivités. Et Olivier l'a bien précisé, le courrier fait encore clairement partie du décor au sein des collectivités. Tout à fait, c'était une très bonne remarque. Je voulais revenir sur ce que Nicolas disait, je crois que c'est Nicolas, sur l'honnêteté de la démarche. C'est vrai que c'est un sujet très important parce qu'on ne trompe pas les gens à cet égard, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les élus ont quand même une vision politique de la chose. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous voulez faire passer aujourd'hui en tant qu'intervenant? Si ce n'est pas le cas, alors je vous propose de clôturer. On est 2 minutes à l'avance, il est 11h48. Merci à tous pour vos interventions. Merci pour toutes ces remarques. Merci pour vos questions et nous vous enverrons évidemment plus de détails en suivi de ce webinaire. Merci encore. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir.